Bonjour tout le monde, bienvenue à cette huitième rencontre entretien portant sur la philosophie de la religion. Avant de débuter aujourd'hui, je voudrais faire une mise au point concernant l'auteur que nous étudions. Il s'agit donc de Edward Feser. La dernière superstition, une réfutation du nouvel athéisme. Euh, Lorsque je parle du débat entre le métaphysique matérialiste et la métaphysique finaliste, euh, j'en rajoute beaucoup, concernant principalement tout ce qui concerne la question de l'antiréalisme et du réalisme. On ne trouvera pas ça comme tel chez Feser dans l'ouvrage, dans son essai. Alors c'est moi qui me permet donc d'ajouter cette, ces éléments qui me semblent pertinents pour bien comprendre ce que tente de cherche à faire, à dire Feser dans son essai. Alors donc, euh, ce que je vais dire aujourd'hui concernant la métaphysique finaliste ne se trouve pas comme tel, ne se retrouve pas comme tel dans l'ouvrage du philosophe américain. Mais je crois que c'est tout à fait pertinent pour bien entendre, bien comprendre le débat en question. Donc le débat porte sur une métaphysique matérialiste, la dernière superstition. En fait, le matérialisme étant la dernière superstition, selon Feser, et le, la métaphysique finaliste étant celle qui reste non pas à découvrir, mais à redécouvrir, qui était déjà là en place et qui a été tassé, mis de côté par les penseurs modernes, athées ou non, ont tous un biais favorable envers le matérialisme, contre le finalisme, de, que l'on retrouve principalement dans la philosophie de Thomas d'Aquin, d'Aristote, je veux dire, repris par Thomas d'Aquin. Donc, si je reviens à cette fameuse distinction entre réalisme et antiréalisme, nous savons que j'ai dit que l'antiréalisme ne croit pas à la vérité. Hmm? Euh, il croit à la vérité dans la mesure où nous disposons de preuves. Autrement, il est exclu, il est erroné, il est aberrant de croire à l'existence d'une vérité qui existerait au-delà de nos moyens de la prouver dans des évidences suffisantes. Alors donc, l'antiréalisme s'oppose au réalisme au sens où je l'ai défini à l'aide de Saint-Augustin, en particulier dans son traité de la vraie religion. Hein. Euh, Juste le titre devrait faire bondir les antiréalistes, de savoir que la religion, il y a une religion qui est vraie. Hein. Euh, euh, bon,
peu importe. Le point est que dans son traité, Saint-Augustin conçoit la vérité comme quelque chose qui nous pousse vers elle, nous attire. Hein. Et c'est pour ça qu'on est tellement désireux de la connaître, de l'établir, de, de la respecter, de ne pas l'oblitérer, de ne pas la cacher. D'ailleurs, en grec, sans doute, vous savez que vérité se dit aletheia. Donc, l'été, ça veut dire caché. Et aleté, ça veut dire, passez-moi l'expression, décaché, dévoilé. Hein. Elle est là, mais dans, dans la l'été, mais elle n'est pas, comment dire, découverte, dévoilée telle qu'elle est en elle-même. Hein. Donc, dans le titre, le nom, Aletheia, on a véritablement là une conception réaliste de la vérité, au sens que la vérité est là, sauf que nous, les êtres humains, souvent, nous ne la trouvons pas. Nous la cherchons, mais nous l'ignorons. Et notre devoir, c'est de la trouver. Cette dernière phrase-là que je viens de dire me rappelle ce fameux mot du philosophe des Lumières, Denis Diderot, qui disait dans ses pensées philosophiques, numéro 29, si je ne m'abuse, dit on doit exiger de moi que je cherche la vérité, mais non que je la trouve. Hein? Alors, évidemment, Diderot, lui, énonce cette phrase dans une perspective sceptique. Hein? Je dois, en tant que... c'est mon devoir. Hein? On doit exiger de moi, comme dit Diderot. C'est mon devoir de chercher la vérité. Mais ça ne veut pas dire que je vais la trouver. Hein? Et donc, si je ne la trouve pas, ben, elle n'est pas. Hein? Alors ça, c'est une attitude typiquement anti-réaliste. Hein? C'est normal. C'est usuel chez les penseurs issus des Lumières, dont la vaste majorité des penseurs d'aujourd'hui sont des penseurs anti-réalistes qui croient à la vérité uniquement lorsque nous disposons de preuves suffisantes pour l'affirmer. La bonne vôtre. Alors, ça s'ajoute deuxième chose concernant l'antiréalisme. Ben, l'antiréalisme, lui, ce qu'il il peut affirmer que la vérité est méthodologiquement assumée, supposée, présupposée. Alors ça, c'est vraiment le typique des penseurs qui font appel à la méthodologie scientifique. J'ai déjà cité le Yves Gingras, le philosophe des sciences québécois. Le passage en question. Donc, il parle donc du naturalisme scientifique ou encore le naturalisme méthodologique.
Et car il s'agit bien là d'un postulat qui fonde la méthode scientifique. Donc, donc, ce que nous dit Gingras, c'est que la méthode scientifique pose, à titre normatif, d'un postulat, dit-il, quelque chose qu'on ne peut pas prouver, mais qu'on présuppose, hein, que la science présuppose, ou en tout cas la démarche du scientifique présuppose, que la vérité existe, mais de manière méthodologique, et non pas de manière, pourrait-on dire, ontologique. Il n'y a pas de réalité de vérité qui sont là à attendre d'être découvertes. Ça, le penseur, scientifique, il répugne l'idée d'une vérité qui existe réellement avant qu'on la découvre. Ça fait pas partie de la science. C'est exclu de la science. Ce qui veut dire que, le, le, le penseur antiréaliste, hein, n'est pas un penseur réaliste. Hein. Il ne veut pas s'engager à l'admission de vérités qui existent, indépendamment de nos moyens de la connaître. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Reste que, cela dit, puisque les explications scientifiques ne font pas appel à des causes naturelles, évidemment, il n'y a pas de vérité au-delà des, des causes observables et vérifiables. Donc, le penseur scientifique est amené à admettre l'existence de la matière, puisque dans toute explication naturelle, il ne s'agit que du comportement de la matière. Donc, d'où le matérialisme scientifique, ou ce qu'appelle Gingras ici, naturalisme méthodologique. Hein. Il n'y a pas d'engagement, comme on dit, comme disent les philosophes, à l'existence de réalité autre que celle que l'on puisse disposer, que le penseur scientifique peut disposer dans des preuves basées sur l'expérience sensible dans des conditions normales. Donc, il n'y a pas de vérité, il n'y a que de la matière, hein, et par conséquent, s'il s'agit de parler de l'esprit, eh bien, là, on est un peu en cours de preuve ou en manque de preuves, si on veut, pour assurer l'existence de l'esprit. Donc, le penseur scientifique va avoir un penchant pour une explication neuroscientifique de l'esprit, de la pensée humaine. Hein. Au fond, l'esprit se réduirait au comportement de la matière dans le cerveau, c'est-à-dire les connexions neuronales ou cérébrales. Un peu comme le tonnerre et les éclairs. Hein, on croyait que, dans la science moderne, on croyait que le phénomène naturel des éclairs et du tonnerre était la manifestation de la volonté des dieux, et en particulier chez les Grecs, de Zeus. Son attribut, c'est de manipuler
de manipuler le tonnerre, les éclairs, hein, comme expression de sa colère. Alors donc, il devrait en être de même, éventuellement. Nous savons maintenant que la science explique les éclairs par les charges positives et négatives énormes que contiennent les nuages, oui, c'est ça. Et donc leur friction, leur combinaison engendre donc le phénomène lumineux des éclairs et les éclairs euh, engendrent à son tour le son du tonnerre. Bon. Alors donc, et actuellement, donc en neurosciences, eh ben, on attend une, une analyse réductionniste de l'esprit, expliquant donc les pensées et les phénomènes de conscience chez les êtres humains en particulier. Donc, donc le matérialisme n'est pas une matérialiste pur et dur, comme on peut le trouver par exemple chez Épicure ou les successeurs d'Épicure. Hein, je ne dis pas Marx parce que Marx c'est autre chose, parce que Marx c'est un matérialiste, disons, qui n'est pas véritablement matérialisme, je dirais, c'est un matérialisme social ou sociologique. La conscience étant il y a l'idéologie, qui sont des phénomènes de conscience, reflètent la lutte des classes, etc. On n'a pas un matérialisme, comment dire, ontologique pur et dur chez Marx. Bon, alors, c'est important, ça, cette tentative, cette recherche de, des explications naturelles d'ordre matériel, parce que ces explications visent l'élimination de l'esprit, hein, purement et simplement. On a ça en particulier chez le philosophe américain ou le couple de philosophes américains, là, Paul Churchland et son épouse, dont j'oublie le nom en ce moment, je ne sais pas si c'est Pamela ou. Enfin bref, le couple des Churchland sont vraiment des professent donc un matérialisme pur et dur. Et là, c'est vraiment là une tentative véritablement métaphysique là, qui vient comme appuyer le matérialisme méthodologique de la science. Alors, l'élimination de l'esprit, ça implique l'élimination du finalisme, du théologisme, téléologisme, excusez-moi. Il faut faire distinction entre théologie et téléologie. Les deux peuvent exister indépendamment l'une de l'autre. Donc, il n'y a pas de finalité. Hein? Et la raison est bien simple. C'est que la croyance elle-même est la croyance vraie,
hein, comme la croyance que le, que le tonnerre, les éclairs ne sont que des manifestations de la matière. Hein. Ça reste vrai dans la mesure où on dispose de preuves. Et ces preuves-là, ils peuvent s'avérer autres, différentes, nuancées. Alors, la vérité est éliminée et n'a plus véritablement d'existence, si ce n'est qu'en fonction de preuves suffisantes disponibles. Hein? Alors, c'est comme si, prenons, je parlais de le modèle téléologique de la croyance, hein, comme je comparais ce modèle-là au modèle de la clé dans la serrure. Hein. Pour ouvrir la porte, il y a une serrure et il existe une clé. Disons que la clé, là, c'est ma croyance. Eh bien, la serrure, c'est qu'elle s'insère dans la serrure et en déclenchant en tournant la clé, ben, la porte s'ouvre. Hein. C'est ça, il y a voyez-vous, il y a comme une adaptation, un lien adapté entre la clé et la serrure et ouvrir la porte. Hein. La clé en elle-même, ma croyance, c'est appelée à ouvrir, passez-moi l'expression, la porte. Elle a ça pour finalité. Mais dans le cas de l'antiréalisme, il n'y a pas ça. La clé est là, puis son seul but, son seul sens, si on veut, c'est d'être là. Elle n'est pas du tout, la clé, reliée à la serrure, en vue d'ouvrir la porte. Alors, clé et serrure, c'est en fait l'esprit. C'est la comparaison, l'analogie qu'on peut faire avec l'esprit, hein, qui permet d'ouvrir la porte, hein, de trouver la vérité ensemble. Alors si mon esprit n'est que matière, ben la matière, elle, n'a pas de direction, elle n'a pas de but, elle est juste là pour des fins explicatives de la science. Alors voilà, on est en plein cœur, selon Feser, de la métaphysique matérialiste qui apparaît de ce point de vue comme une superstition. Et non seulement une superstition, mais la première et l'ultime de toutes les autres. Hein? Alors voilà le sens de la dernière superstition de Edward Feser. Je reviendrai plus en détail là, sur tout cela. À la prochaine.